Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai regardé aujourd'hui, des news qui m'ont intéressé, des indicateurs qui me semblent pertinents. On va commencer par cette map qui, vous le voyez, est vraiment dans le vert. C'est agréable, on est bien évidemment en vue journée. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on parle un peu de XRD rapidement dans cette vidéo de news parce que c'est quand même dingue. 41% sur la journée. En réalité, c'est même 1 fois 2 si on regarde sur la semaine, même 133%. Et sur le mois, on est sur 1 fois 3. Et en fait, on va aller voir plus précisément que c'est en même moins d'un mois qu'il a fait cette performance. Donc c'est impressionnant. XRD, un token qu'on avait étudié il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant. Donc pour rappel, j'avais fait cette fiche, on va revoir ensemble rapidement. Donc l'idée c'est quoi en fait? XRD déjà ça existe depuis longtemps, 2013, ça a été lancé en 2017, et globalement c'est listé, donc le token est disponible depuis 2021, on a un mainnet depuis, depuis 2021. Au niveau de la tech, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est de construire sur la DeFi très facilement. Donc on a en fait la possibilité de créer des tokens avec quelques lignes de code, parce qu'en fait c'est déjà prévu en fait. On a la possibilité de rejoindre facilement des projets, d'être mis en relation avec d'autres projets sur la DeFi, et on a accès à des codes de DApps qui sont réutilisables, et en plus qui permettent aux développeurs de ces DApps d'être rémunérés quand on utilise leur code. Donc voilà, on est sur ce genre de plateforme plutôt utile qui fonctionne, vous le voyez ici, en Delegated Proof of Stakes. Au niveau tokenomique, il y avait que 42% de tokenomie, donc c'est pas super bien, mais en fait on a une inflation assez, complètement régulière de 300 millions de tokens par an, ce qui du coup nous faisait 3-4% d'inflation par an, donc c'était relativement tranquille, avec en plus des frais qui étaient burn régulièrement. Donc une tokenomie qui au final s'équilibrait pas trop mal. Globalement, j'en disais que c'était du coup un cas d'usage utile, pertinent, qui permettait de faciliter l'accès à la DeFi, que globalement, la thématique de l'interopérabilité, de l'interfonctionnement, c'était une bonne thématique, c'était une bonne idée de travailler dessus, que ça allait permettre en fait des développements, et donc c'était intéressant, et qu'en plus ça permettrait l'accès aux développeurs et du coup plus de sécurité. Donc globalement c'était bien avec un radix scan donc qui permet de voir ce qui se passe sur la blockchain qui était bien fait, plutôt utile. Économiquement comme j'ai dit, supply max et burn des frais sont des points que j'apprécie. Au niveau des points négatifs, je disais qu'il y avait quand même une grosse concurrence de ce côté-là, que le DPoS était quand même un peu centralisé, un peu moins sécurisé que du coup du Proof of Stake classique, et qu'il y avait beaucoup de boulot pour son développement. Et d'ailleurs on va revenir sur ce point-là parce que c'est potentiellement une des raisons du pump qu'on a vu dernièrement, et d'ailleurs auquel on assiste toujours. Globalement sur les points économiques, bon la supply on en a parlé, grosse concentration au niveau de l'équipe, ça me plaît quand même beaucoup moins, et je me posais quand même la question de comment ils faisaient pour créer des revenus si ils burnaient l'ensemble des frais. Donc voilà pour le petit rappel. Ce qu'on peut observer du coup c'est que le token a largement pump, on va aller voir ça ensemble, je l'ai normalement dans ma liste, voilà il est ici, le XRD, donc c'est fou, hein. Vous voyez là en 2 semaines, c'est complètement dingue. On a pris du coup 150%, et juste depuis ici, là, on a pris presque un fois. Enfin, vous voyez, depuis les plus bas, là, les plus bas de janvier, donc à 0,31, on a fait 1 x 4, et depuis nous qu'on l'a étudié, on a pris à peu près 1 x 3. Donc super impressionné, moi j'attendais un retournement, et en fait il a été extrêmement brutal ce retournement, à tel point qu'on n'est pas rentré dedans. Alors pourquoi? Eh bien, potentiellement, si on va sur le Twitter, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup chercher. On voit qu'il y a une date qui correspond ici. Au niveau du 11 avril, si vous positionnez sur le 11 avril, en fait, on est là, en fait, on est sur la semaine où ça a commencé à pump, hein, vous le voyez ici. Donc, potentiellement, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est l'annonce d'une mise à jour, donc du nom de Babylone. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette mise à jour semble être en fait un décalage. Si on va voir plus en détail sur le document, on l'a ici. On dit en fait que ça aura lieu le 31 juillet 2023, donc on a une mise à jour qui va permettre un certain nombre de choses supplémentaires. Alors j'ai du mal à croire que ce soit vraiment que ça, et pourtant c'est la seule information que j'ai pour le moment, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager, parce que normalement la mise à jour était plutôt connue, et en fait elle était même prévue pour juin. Au final elle va être en juillet, donc en soi c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais le marché semble très très bien le prendre. Donc encore une fois, peut-être que je passe à côté d'une information, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé qui semble expliquer la cause, donc ça permettra effectivement un certain nombre de choses, avec du coup une version test qui arrivera certainement un peu avant, c'est ça qui arrivera à la mi-juin. On aura du coup au niveau des fonctionnalités un accès du coup pour les développeurs aux outils
pour permettre aux utilisateurs de prouver qu'ils possèdent un compte ou une identité. Bon, d'accord. On verra également, du coup, des articles qui vont arriver et qui nous expliqueront comment ça fonctionne. Bon, en fait, on a peu d'informations pour le moment. Et donc, malgré le retard, globalement, on a un engouement. Donc, ok, la team travaille, etc. Mais moi, ce qui me semble être marquant, ce qui me semble être l'élément marquant, c'est ça. C'est du coup cette news qu'on va avoir, du coup, la mise à jour qui sera importante dans du coup quelques mois, au milieu de l'année. Je vois pas grand chose d'autre sur le Twitter qui me semble motiver cette hausse si importante, cette hype dont on est du coup là les observateurs, vu qu'on n'est pas rentré dedans. On continue du coup au niveau des news avec ici plutôt de la réglementation. Et donc on a la Banque d'Angleterre qui s'inquiète un petit peu de l'impact des stablecoins. C'est-à-dire que globalement, ils sont en train de reconnaître que ça pourrait servir à faire des échanges, que ça pourrait être pertinent, mais ils sont inquiets et ils vont devoir certainement imposer des limites parce qu'ils ont peur que ça vienne bousculer le système financier, que concrètement l'innovation soit trop rapide et que le système financier n'ait pas le temps de s'aligner et donc que ça crée des problèmes, voire de l'instabilité financière. Bon, excuse pour disons, emprisonner les cryptos ou réalité, la question se pose effectivement. On sait que les cryptos ça va vite et que la réglementation a du mal à suivre, donc c'est pas complètement déconnant, mais ça montre ici du coup un intérêt quand même pour la chose parce qu'ils sont pas en train de dire on va interdire les stablecoins, ils sont en train de dire on va réglementer et peut-être limiter dans un premier temps, mais limiter pour éventuellement, je l'espère, du coup derrière, une fois que la réglementation sera en place, favoriser ce système-là. Ce serait pas mal. On continue sur la réglementation. Ici, Gary Gensler, je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est ce cher monsieur de la SEC qui tire à balles réelles sur toutes les cryptos depuis un certain temps et qui globalement fait parler de lui. Je pense fera encore parler de lui dans les prochains jours. On devrait entendre parler de ce genre de choses. Et là, il nous disait en fait, pourquoi je vous parle de cet article-là, c'est parce qu'en fait, dans un tweet, il a dit que globalement, la problématique au niveau des cryptos, il nous dit, en fait, les cryptos ont un manque au niveau de la conformité réglementaire et non pas au niveau du manque de clarté réglementaire. Ce qui est quand même assez curieux. Donc, il disait ça dans le contexte avec Bitrex, donc les accusations de la SEC avec Bitrex, et que globalement, du coup, il n'y avait pas de souci au niveau de la clarté, que la réglementation était claire, mais que c'était pas bien appliqué. Donc, chose à laquelle on est difficilement, enfin c'est difficile de s'accorder avec ça. C'est-à-dire que globalement c'est quand même pas très très clair. On ne sait pas encore si les cryptos c'est des securities, si c'est des matières premières. Enfin, donc c'est assez difficile d'être d'accord avec lui. Et c'est précisément sur ce point-là que je vais vous amener. C'est qu'ici on a Coinbase en fait qui nous dit on va peut-être partir des États-Unis tout simplement parce que la réglementation n'est pas assez claire. Là c'est quand même assez rigolo. Alors qui a répondu à l'autre, j'en sais rien. Mais du coup, là, on voit que globalement, les entreprises crypto sont pas d'accord. Et là, on parle de Coinbase, qui est quand même une des plus grosses entreprises crypto en Amérique et qui permet de faire les échanges en Amérique. Donc, c'est quand même super important. Hein. C'est un des plus gros échangeurs crypto en Amérique, Coinbase. Et donc, le PDG qui nous dit que globalement, ils vont peut-être partir hein, parce que là, c'est pas assez clair et que bah, ça leur va pas. Du coup, il y avait pourtant un gros potentiel, hein, mais pour eux, c'est problématique. Et en plus, ils ont reçu un avis de la part de la SEC, donc ils sont pas très très contents. Voilà, il nous dit potentiellement ils vont aller en fait au Royaume-Uni parce que justement la réglementation est à leur sens plus claire, donc leur permettra de se développer de façon plus simple. Donc malgré en fait ce qu'on a vu ici avec ce genre de choses, eh bien donc du coup avec la régulation des stablecoins, au moins c'est clair et donc Coinbase se dit bah voilà nous on va peut-être préférer le Royaume-Uni plutôt que les États-Unis parce que justement la SEC ne fait pas un boulot qui leur satisfasse en termes de réglementation. Et on va finir du coup cette vidéo sur Bitcoin. Et donc premièrement, une news intéressante sur Bitcoin, c'est ici Monsieur Saylor, hein, qui du coup est président de MicroStrategy, donc quelqu'un qui a énormément de Bitcoin, et qui du coup a mis en place un système qui lui permet de recevoir des bitcoins sur son adresse mail professionnelle. Donc évidemment, il n'a pas créé ça, juste il l'utilise, donc ça se fait via la Layer 2, donc le Lightning Network. Globalement, une super nouvelle. Hein. Ça, c'est plutôt bullish parce que ça montre en fait qu'on peut le faire, que c'est utile. Par contre, je ne sais pas ce que ça donne en termes de sécurité. C'est pas du tout mis en avant dans l'article. Mais moi, je serais quand même relativement inquiet de faire ça sur une adresse mail parce que c'est quand même très facile à pirater. Mais voilà, une fois que ce sera sécurisé, une fois qu'on aura des choses stables, eh bien écoutez, ça montre qu'on va pouvoir avancer encore en termes du coup d'utilisation, d'utilité et donc potentiellement d'adoption. Donc
plutôt bullish, plutôt favorable. Au niveau du Bitcoin, justement, on voit qu'au niveau de la dominance sur cette semaine, bah écoutez, on est légèrement dans le vert. Donc est-ce qu'on va repartir à la hausse? Est-ce qu'on est juste en train de stabiliser? On n'en sait rien, on verra bien, mais on est toujours à 47%, donc c'est largement en faveur du Bitcoin. On est toujours en Bitcoin season à mon avis, même si on voit qu'il y a quand même certains altcoins qui commencent à être bien dans le vert. Hein. On voit XRD ici, on voit FTT, on voit après plutôt des tokens autour de 10-12%, c'est quand même moins impressionnant. Et si on regarde du coup Ethereum sur Bitcoin, évidemment, c'est l'inverse. Ethereum qui repère un petit peu de terrain. Donc on est légèrement en train de batailler. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? La question se pose. La question se pose. Honnêtement, pour le moment, je n'ai pas la réponse. À titre personnel, je ne fais rien, je n'achète pas. Mais la question se pose parce que si c'est une phase de stabilisation en faveur du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va redescendre. Et si à l'inverse, c'est une phase de stabilisation en faveur des altcoins, ça veut dire qu'on va remonter. Et donc potentiellement, ce sera favorable aux altcoins. Difficile de trancher ici pour le moment avec les informations qu'on a. Et je vous donne peut-être juste un élément de réponse. Ça nous vient du coup d'un tweet de Glassnode qui a fait sa petite analyse, on va aller voir ça juste après, on va voir le graphique juste ensemble, juste après, et qui nous dit globalement, donc le prix de Bitcoin a fait x2 depuis ses plus bas, ce qui est très très bien. Cependant, en fait, le graphique en dessous va nous montrer que les Bitcoins en fait qui ont moins de 3 mois, donc en gros les Bitcoins qui ont été achetés récemment, ça représente que 20% de l'offre de Bitcoin, de la santé financière de Bitcoin. Donc c'est pas rassurant parce qu'en fait ce genre de chiffres c'est plutôt associé à des périodes de bear market. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est que si on était vraiment dans une période de hausse, de bull market, de quelque chose avec de l'attraction, avec de nouveaux entrants, il devrait y avoir beaucoup plus d'achats de nouveaux bitcoins. C'est-à-dire que dans les 3 derniers mois, qui sont la période de hausse qu'on a vécue, on devrait avoir beaucoup de nouveaux acteurs. Ce qu'il nous dit en fait là, c'est un peu ce qu'on sait déjà, mais dit d'une autre façon, c'est que globalement, c'est le marché crypto qui rachète du bitcoin. C'est pas de nouveaux acteurs et donc on peut pas vraiment parler de bull market parce que globalement en fait l'essentiel de la valeur des bitcoins elle est détenue par les hodlers qui du coup ont acheté des tokens il y a plus de 3 mois et qui représentent 80% de la santé financière. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait si on regarde leur graphique avec les informations qu'on vient d'avoir, donc ils nous parlent de hodler saturation qui sont des périodes de pré bull market, donc on le voit ici, hein, vous voyez, on a eu cette phase là entre 2015 et 2016, on a eu cette phase là en 2019, et ils nous disent que là c'est à peu près la même chose au vu des informations qu'on a, et donc on serait plutôt dans une de ces phases de creux plutôt que dans une de ces phases de hausse. Donc pourquoi pas, indicateur à suivre, j'ai envie de dire. Effectivement ce sera intéressant et on verra quand on aura plus de volume et plus d'adresses, ça on va vite être capable de l'observer, mais que du coup là on n'est pas encore dans une phase de bull market concrètement, c'est ça qu'on peut conclure. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.